1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. Sans jaillir, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Et je vous embarque dans mes nouvelles aventures. Direction le Discord pour se connecter avec un maximum de passionnés. Et aujourd'hui encore, je réponds à votre question. Et le thème de la journée, le thème de ce podcast, c'est la nutrition. En gros, comment on va nourrir notre plante, minérale ou organique. Mais avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% de taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon, mes canailles, avant de commencer ce podcast, ça me tenait à cœur de vous rappeler que Kenai Kikit est un média 100% indépendant. Donc ici, il n'y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial, alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Et le meilleur moyen pour nous soutenir, ce sont les abonnements CBD Chanvre à Parfum. Grâce à cet abonnement, tous les mois, tu vas recevoir chez toi, dans ta boîte aux lettres, des fleurs uniques en chanvre à parfum. Comme ça, quand tu te poses sur ton canapé pour mater un épisode de Kenai Kikit, tu peux nous suivre tranquillement sur ton canapé. Allez, parlons peu, que le podcast commence. De la mauvaise herbe des bas quartiers, les mauvais garçons, la canaille. Et je vais faire, en gros, je vais commencer par une petite présentation pour qu'entre guillemets on ait un peu les bases de comment une plante arrive à s'alimenter. Je pense que pour plein de canailles, vous n'allez pas découvrir grand chose, mais on va dire que ça va vraiment mettre les bases pour les personnes qui commencent, qui vraiment débutent et se demandent par quel miracle les plantes arrivent à se développer, à prendre des formes, à fleurir et tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vraiment parler de la base. Ce qu'il faut comprendre, et c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup parlé, c'est qu'il y a une relation entre la lumière, l'oxygène et l'eau, ce qui s'appelle la photosynthèse. Donc c'est vraiment ce triptyque qui fait que la plante arrive à se développer, et c'est vraiment un équilibre qu'il faut respecter. C'est-à-dire que ce que je vous explique à chaque fois, surtout c'est un piège qu'on a en intérieur et aussi qu'on peut trouver en extérieur. Plus on va avoir de lumière, plus notre plante va consommer du dioxyde de carbone, donc du CO2, et ensuite, cette forte consommation de ces deux éléments vont entraîner une grande consommation d'eau et de sel et de glucose qu'on retrouve dans le sol, qui est vraiment une source d'énergie vraiment de base, qui elle après elle le rejette d'une façon qui est de l'oxygène, donc du O2, qui se retrouve dans l'atmosphère, et c'est ce qui nous permet de respirer, et c'est notre deal avec les plantes. Donc ça, c'est vraiment la base de toutes les plantes communes, et c'est ce qui régit, entre guillemets, les grandes lois de la nature vivante, qui fait que si on perd un de ces éléments, c'est quand même très compliqué. Si par exemple, il n'y a pas de lumière, une plante a vraiment du mal à pousser. Dans les catacombes et tout ça et tout, on retrouve peut-être des champignons ou des choses comme ça, mais on retrouve pas de plantes. S'il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de vie, tu vois. Et s'il n'y a pas d'eau, c'est très compliqué. On peut voir dans les déserts qu'il n'y a pas qu'il y a très peu de plantes en tout cas. Et donc voilà, donc c'est vraiment un équilibre entre ces trois éléments, et c'est vraiment ça, c'est ce qui s'appelle la photosynthèse, et la photosynthèse, c'est vraiment quelque chose à respecter. Et après, ce qu'on va voir à la suite du podcast, ça va être par exemple les Sharp VPD qui vont aider à cette photosynthèse.
je vous expliquerai. Flippez pas sur le mot FPD, les gars. De un, premièrement, c'est pas une insulte. Et deuxièmement, il y a rien de compliqué. C'est juste, on va dire, l'humidité, la chaleur qu'il y a dans une atmosphère fermée, surtout en intérieur, qui permet de bien développer une plante. Du coup, on va voir les temps de lumière, les températures qu'il faut, parce qu'une plante, notre plante de prédilection, ça reste le chanvre. Et le chanvre, on va pas se mentir, c'est une plante assez complexe, qui pousse facilement, mais pour l'emmener à son paroxysme, ça reste quand même vraiment pas facile. Du coup, c'est pour ça qu'on la met dans des bonnes conditions, parce que comme j'ai essayé de vous expliquer, tout le monde peut produire du chanvre, mais très peu de personnes arrivent à produire du chanvre d'exception. Et les personnes qui arrivent à produire du chanvre d'exception, c'est qu'ils ont un équilibre dans leur espace de culture où il y a une bonne température, il y a une bonne humidité, et surtout, c'est un peu la recette secrète de tout cultivateur, c'est quel bouillon on va donner à notre plante dans la nutrition, parce que la nutrition, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger, c'est vraiment quelque chose qui va marquer une plante, c'est vraiment quelque chose qui va marquer une expression, et c'est pour ça qu'on va voir qu'il y a deux grands types de nutriments. Il y a les macro et les micronutriments qui sont divisés vraiment en deux parties. Dans les macronutriments, on va retrouver les trois grands premiers, NPK, azote, phosphore et potassium, qui vont vraiment se décliner comme les trois principaux. Après, il y a d'autres macronutriments que l'on commence à considérer comme oligo-éléments, comme le calcium, le magnésium, le soufre, extrêmement important. Et après, on a des micronutriments qui sont plus le fer, le zinc, le borne, le cuivre, le magnésium, le chlore, et je crois qu'il en reste 2-3 autres, mais là, comme ça, je les ai pas en tête. Mais voilà, cherchez un peu tout ce qui est macro et micronutriments. Et chaque grower a un équilibre là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont jouer avec l'azote, le phosphore, le potassium, et après tout autres macro et micronutriments qui se tournent au niveau des oligo-éléments comme le calcium, le magnésium, le soufre et toutes ces déclinaisons. C'est ce qui nous permet d'avoir, on va dire, notre petite patte, comme on va voir, j'espère après, avec des cultivateurs aguerris. Tout le monde a son petit booster secret, tout le monde a son petit sucre de prédilection et tout ça. Pour que les personnes comprennent un peu ce qui se passe, les macronutriments, souvent, sont les nutriments principaux et ce sont ceux qui vont vraiment donner le rythme de nutrition de la plante, notamment l'azote, le phosphore et le potassium, qui sont vraiment les trois de base. Souvent, on considère que l'azote est fait pour la croissance, développe la chlorophylle et synthétise pas mal de protéines. Donc vraiment, c'est ce qui permet à développer la plante. Le phosphore, c'est souvent considéré pour le développement racinaire, le début de la floraison, le stockage et le transport de l'énergie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des cellules, il y a des échanges hormonaux, il y a des deals dans la plante qui se font de haut en bas, et on va dire vraiment que le phosphore est un élément majeur dans ce deal-là. Voilà. Et le potassium a un effet très particulier parce qu'il est souvent considéré pour la floraison. Le cas, c'est vraiment, on considère que c'est le fruit, l'explosion du fruit, tout ça, mais pas que. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le potassium, c'est que c'est un élément primordial pour la résistance aux maladies. C'est vraiment un macronutriment qui va rendre votre plante beaucoup plus résistante aux aléas et à tout ce qui se passe. D'ailleurs, souvent, en croissance, quand on en a trop, on a des plantes qui sont très tassées, très robustes, et c'est vraiment un bordel pour y mettre les mains dedans. Voilà. Et un autre truc aussi que le café, c'est qu'il régule l'eau à l'intérieur de la plante, c'est-à-dire qu'il structure les fibres. Et du coup, c'est ce qui
peut aider à avoir des plantes qui soient gorgées d'eau ou justement à l'inverse qui ne consomment pas beaucoup d'eau et qui aient beaucoup de fibres. Voilà. Après les grands classiques, le calcium, le calcium c'est la structure, hein, c'est vraiment ce qui permet de structurer les cellules de votre plante et qui les permettent à vraiment bien se diviser. Donc, on a des plantes qui sont souvent aussi beaucoup plus robustes, qui aiment beaucoup plus manger. Le magnésium, très connu pour la chlorophylle et le développement de la photosynthèse. D'ailleurs, le calcium et le magnésium, si on les retrouve très souvent ensemble, c'est qu'ils marchent en symbiose, c'est con. L'un ne va pas sans l'autre. Tu sais, c'est un vieux couple, tu vois. Ils s'aiment bien, des fois même ils se détestent, mais ils sont toujours ensemble, tu vois. Et c'est pour ça que très souvent dans les kits d'engrais, on trouve CalMag, et que c'est un élément, on va dire que c'est un peu un cheat code dans le milieu de la culture, le CalMag, et c'est pour ça que souvent on se moque un peu de ça. C'est que comme c'est vraiment un booster en macronutriments, donc vraiment quelque chose qui va venir pas diviser, mais dynamiser les parois cellulaires, la photosynthèse, la chlorophylle, donc à l'œil, ça se voit que votre plante se développe. Mais c'est pas pour ça qu'il faut surblinder. Les gars, je vous rappelle que ça reste 4e et 5e macronutriments. Donc c'est vraiment pas ceux-là à mettre en premier. Si vous commencez à les mettre en premier, vous allez avoir une déstructuration de votre apport énergétique. Et là, ça va commencer à foutre le bordel. Et vous allez avoir... Et c'est là où on rencontre des problèmes de culture. Et c'est pour ça que très souvent, on conseille aux jeunes cultivateurs de suivre des tableaux de culture, on va dire au début un peu bête et méchant. Parce que les tableaux de culture qui ont déjà fait leurs preuves, les tableaux de culture qui ont déjà fait leurs preuves, souvent sont bien équilibrés, et votre plante, pour que on aime consommer quelque chose comme par exemple un bon vin, il faut qu'il y ait une structure. Et si votre plante, elle arrive à être structurée et vos fleurs arrivent à être structurées, et vos terpènes arrivent à être bien structurés, vous allez avoir quelque chose d'organisé et de facilement fumable et agréable à fumer. Quelque chose qui n'est pas structuré, c'est vraiment, ça se ressent, c'est un bordel. On n'arrive pas à analyser quel arôme se met en plus et tout ça. Greg J, je te mets en mute parce que ton micro il arrête pas de faire des trucs et c'est relou. Voilà. Tac. Du coup, désolé, je sais plus où est-ce que j'en étais. Bon, j'ai parlé du magnésium. Tac tac. Du coup, j'ai parlé du soufre. Sur voilà. les tableaux. Ah oui, j'étais sur les tableaux. Les tableaux, désolé les gars, c'est que le bruit de JC, ça m'a perturbé. Du coup, les tableaux, vraiment les gars, quand vous êtes des jeunes cultivateurs, ne vous improvisez pas biochimiste ou quoi que ce soit. Faites des recettes qui ont marché, qui ont déjà fait leurs preuves, et comme ça, vous allez déjà avoir des choses structurées, et avoir des recettes structurées vous permettent d'avoir des plantes qui sont complètes, et des plantes complètes, ça se ressent. À la fin du smoke, vous avez des odeurs qui sont plus proéminentes, qui sont bien rangées, et c'est pas un bordel. Faites un essai un jour de prendre une variété bien structurée et prenez 4 variétés ou même 2 variétés bien structurées, vous les mélangez dans le grinder, vous fumez, ça n'a plus aucun goût. Pourquoi ? Parce que c'est le bordel d'un point de vue structurel, et notre palais n'est pas fait pour ça. Il y a un moment, il faut que les choses soient quand même un peu organisées, et voilà. Par exemple, dans le vin, il y a des notes de tête, il y a des notes de fond et tout ça. Là, c'est pareil. S'il n'y a pas ces notes-là, on est dans la merde, les gars. Donc, amener un vrai équilibre nutritionnel. Je parle comme un coach de vie maintenant. Et du coup, vraiment ramener un équilibre, ça va vous permettre d'avoir vraiment une plante qui est mieux foutue. Dans un premier temps, quand vous êtes jeune cultivateur, les gars, ce que vous devez chercher, à mon avis, c'est de l'excellence. C'est-à-dire que c'est de la qualité. C'est quand tu commences, il faut que tu apprennes dans quelque chose où tu as un cadre et tu sais où tu vas. Si tu commences et tu commences à prendre 3 bouteilles de là, 4 bouteilles de là, 4 bouteilles de ci, parce que tu as vu que sur ça, c'était pas mal. Et en même temps, sur l'autre site là-bas, tu as un gars qui t'a dit ça, et qu'en fait, toutes les idées que tu entends à droite, à gauche, tu les mélanges et que tu fais une culture, les gars,
Ça fait 15 ans qu'on entend ça, à chaque fois c'est une connerie, tu vois. Pourquoi ? Parce que il faut pas s'improviser biochimiste. Il y a des structures, il y a des règles à respecter, et des fois, quand on utilise des produits, par exemple, je sais pas, je dis comme le Green Sensation, où tu sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, tu vois, tu vas bombarder de ça, et en fait, tu vas peut-être déséquilibrer ton sol. Et je dis pas que le Green Sensation déséquilibre ton sol, hein, attention, loin de là. Hein. Et je dis juste que quand tu vas ramener des droites à gauche, des fois, tu vas déséquilibrer quelque chose qui, à la base, était un peu plus équilibré que ce qu'il n'était. Et en fait, tu vas avoir une plante qui, des fois, va même être énorme, bien résineuse, mais par contre, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de note de tête, il n'y a pas de note de fond, tout est mélangé. Et nous, faut pas oublier les gars, que nous sommes que des nez et nous analysons des choses que nous pouvons comprendre. S'il n'y a pas quelque chose que nous arrivons à comprendre, ça va être un vrai bordel. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes cultivateurs, c'est qu'ils essayent plein de techniques différentes. Alors c'est très bien d'essayer, mais avec une structure. Donc les gars, je vous invite vraiment à regarder la liste des micros et des macronutriments, et déjà dans un premier temps, respecter les étapes. C'est-à-dire ceux qu'il faut mettre dans un premier temps à une certaine étape, et ceux qu'il faut moins mettre à d'autres étapes. Et après, vous allez petit à petit, vous allez faire votre expérience, vous allez avoir vos skills, et là, vous allez commencer à intégrer des idées à votre planning, parce que il y a des variétés que vous connaissez, vous savez où vous allez, et vous avez des éléments de comparaison. Vous ne pouvez pas comparer quelque chose quand vous essayez une nouvelle strain. C'est pas parce que ça fait 10 ans que vous cultivez que la Tangy, la Cheese, la Cookie, vous la connaissez sur le bout des doigts et que vous savez comment elle allait réagir. Donc il y a énormément de facteurs. Donc c'est vraiment pour ça que dans un premier temps, pour avoir de bonnes bases, il faut respecter tous ces équilibres. Et une fois que vous avez tout ce background, les gars, faites-vous kiffer. Voilà. Est-ce que les gars, vous avez un peu des questions déjà sur mon petit blabla de mes 15 premières minutes? En parlant de respecter les trucs. Ouais. Les tableaux. Ouais. Tu sais, parce que moi, je suis un nouveau groweur, si tu préfères. Ouais. On entend souvent qu'il faut faire 1 sur 2. C'est les arrosages. Ouais. En engrais, c'est ça ? Un produit, un coup à l'eau, oui. Ouais. Alors, ça, c'est souvent en culture minérale qu'on préconise ça. C'est tout simplement pour que ton sol ne soit pas saturé en sel et que ta plante puisse absorber tous les micros et les macronutriments qu'il y a de disponibles dans ton sol. Parce qu'en fait, quand tu cultives dans ce type de culture, tu es en relation directe avec ta plante. C'est-à-dire qu'en fait, toi, quand tu mets un bidon dans ton eau et qu'après ton eau, tu viens arroser ta terre, tu viens arroser ta terre, mais tu viens plus la saturer de sels minéraux qui vont rentrer directement en contact avec ta plante et qui vont rentrer à l'intérieur de ta plante. C'est vraiment comme si que tu gavais une oie. C'est vraiment pour faire du foie gras, tu vois. Et en fait, en faisant ça, malheureusement ou heureusement, tu ne peux pas tout le temps arroser avec des sels. Alors, souvent on préconise 1 fois sur 2, mais je connais pas mal de cultivateurs qui font 1 fois sur 3, c'est-à-dire qu'ils font un arrosage à l'eau et 3 arrosages à l'engrais. Moi, par exemple, qui cultive en organique, j'ai pas du tout ce genre de problème-là, quoi. Si je veux arroser, par exemple, des fois j'ai des sessions où j'arrose toute la semaine avec un thé, parce que je suis en train de rééquilibrer un sol, tu vois. Donc c'est vraiment aussi en fonction de toi et de ta culture. Si toi aujourd'hui tu cultives en minéral avec des bouteilles, je t'invite à suivre à la lettre ce que le fournisseur, le fabricant d'engrais te préconise. Parce qu'eux, ils ont fait une recette, ils ont fait un équilibre, et normalement, c'est un minimum étudié pour que ta plante puisse absorber ce qu'il y a dans ta bouteille, quoi. Et chaque engrais
est différent. Mais en moyenne, ça tourne entre 1 à 2 millilitres par litre jusqu'à 4 à 5 millilitres par litre. Quand tu trouves des engrais qui dépassent les 5 millilitres par litre, les gars, faut se poser des questions. Soit on vous vend de l'eau, soit on vous vend un truc pour que votre jardin ressemble à Tchernobyl, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc vraiment, après, ça reste quelque chose d'assez intuitif, la nourriture des plantes. Donc vraiment pas oublier que c'est un peu comme un peu comme un élément vivant, quoi, tu vois. Oui, carrément. Ouais, mais merci. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Moi, c'est vrai que j'en ai une petite. Allez, vas-y. Alors, moi, actuellement, je suis en organique et il y a pas longtemps, j'ai mis du Flower Power, donc je suis en floraison et j'ai mis une poudre. Donc Ouais. il me dit que je mets ma poudre au-dessus de la terre. Ouais. Et moi, ma question, c'est par exemple la plante. Si je mets un engrais dans de l'eau, je crois qu'elle est obligée du coup d'absorber cet engrais puisqu'il est dans l'eau. Mais si je mets justement cette poudre sur la terre, est-ce qu'elle va piocher quand elle veut? Ou à un moment donné, vu que j'arrose, elle est bien obligée l'oblige à prendre Alors, ça? c'est très intéressant ce que tu me dis. J'ai jamais entendu je t'avouerai que j'ai jamais entendu cette réflexion-là. Et j'aimerais que tu m'expliques un peu comment t'en es arrivé à te dire que si je mets de l'engrais sur un sol et si je mets de l'engrais dans de l'eau, il y en a une qui va être absorbée, l'autre non. Tu vois, je vais répondre à ta question. Ah ouais. J'aimerais juste Comment j'ai comprendre, répondu à ça? j'aimerais comprendre comment t'en es arrivé à te dire ça. Tu vois. Bah dans un premier temps, une erreur que j'avais faite à la session d'avant, j'ai mis cette fameuse poudre sur la terre Mhm. et après, je sais pas, j'ai stressé et j'en ai mis dans un TCO Ouais. et en fait, tu vois, j'ai eu un surengraissage donc j'ai réfléchi à la question et je me suis dit mince, mais c'est vrai que dans l'eau, elle est obligée. Après j'ai réfléchi. Déjà, à partir du moment où quelqu'un a besoin de boire de l'eau comme une plante, Mhm. et ben si je lui mets un engrais dedans, bah elle est obligée d'absorber cet engrais qui est dans l'eau puisqu'elle est obligée de boire Non, l'eau. mais c'est intéressant pense ce que que ça- c'est intéressant ce que Ouais. tu dis parce que si je suis ta logique, une fois que tu as mis l'engrais par-dessus, tu viens arroser après. Donc une fois que l'eau est en contact avec tes sels, tu vois, même si les nutriments sont par-dessus, ça devrait aussi rentrer en contact si je suis ta façon de Ouais. penser, non? Oui. Et ben exactement. Et juste bah là, ce que j'ai fait actuellement, ce que je fais, c'est que j'arrose normalement et je mets après ma poudre après l'arrosage, parce que je me dis comme ça. Et ben comme ça, elle peut piocher. Mais c'est vrai qu'au bout de 2-3 jours, quand je réarrose, bon bah j'imagine qu'elle est un peu obligée de boire. Ça, je sais pas trop. Ok. Non, mais c'est intéressant. J'avais juste besoin de comprendre un peu Ouais, c'est cool. quelle était ta façon de penser, parce qu'en plus de là, tu nous as parlé un peu de ton expérience qui est intéressante, parce que du coup, juste tu peux me redire ce que c'est ton produit. Tu m'as dit du Flower Bloom, du quoi? Alors donc moi je suis chez donc la marque c'est Everano, voilà, merci, il n'y avait pas Ouais, marqué dessus. Verano, ok. La marque c'est Verano. Ouais. Et là, j'ai une poudre Flower Power All Mix, Flowering Period, enfin la période de floraison, et voilà. Ok. Bon, déjà, le problème d'Averano, on en a déjà parlé un peu ici, Ah c'est ouais. que tout est micronisé. T'as vu, quand t'as reçu ça, c'est sec sa mère. Et il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Ah oui, c'est pas vivant. Ah Ouais, putain, non, j'avoue, non, c'est pas vivant. c'est pas Merde. vivant. Il y a pas grand chose de vivant chez eux. Tout est, comme je te dis, tout est hyper micronisé pour que ce soit Ouais. assimilable. Un peu comme des styles comme si tu voulais forcer à la minérale, tu vois. Du coup, le problème que tu vas avoir avec un épandage de cette façon-là, c'est-à-dire qu'en fait, toi, si tu veux que ces minéraux soient actifs et soient disponibles, il faut que tu viennes repailler, il faut que tu viennes recréer de l'humidité. Cette poudre, une fois que tu la mets, il faut qu'elle reste toujours en humidité et qu'elle ne cesse jamais. Parce que dedans, tu as quand même des micro-organismes, tu as quand même un petit peu de vie. Et pour développer la vie, il faut que tu aies de l'eau, du sucre et de l'oxygène. Et si tu n'as plus de sucre, tu n'as plus d'eau et tu n'as que de la sécheresse, donc plus que de l'oxygène, et ce que t'as mis, c'est mort, quoi. Tandis que quand tu le mets dans l'eau,
ton produit s'hydrate, tu vois. Et normalement, quand tu le mets dans l'eau, tu rajoutes un peu de sucre. Du coup, en fait, c'est ce qui est... En plus, tu as fait un thé, donc tu l'as laissé reposer. Donc, en faisant, tu as ramené de l'oxygène, du sucre dans un milieu humide. Et ben, quand tu l'as mis dans ton sol, là, ça a vraiment été actif. Et c'est pour ça que tu t'es dit, ah bah ça y est, quand je le mets dans l'eau, c'est forcément... La plante est forcée de la boire. Ce qu'il faut que tu saches dans les cultures comme ça, organiques, quand tu n'es pas en deal direct, et c'est l'étape que je vais parler après ta question, quand tu n'es pas en deal direct avec ta plante n'est pas obligée de consommer ce que tu vas lui envoyer. Et même en minéral, en vrai, elle n'est pas obligée de consommer. C'est-à-dire, même en minéral, souvent, elle consomme 20% de ce que tu lui envoies et le reste elle le rejette dans la terre en tant que sel. Et après c'est pour ça que les mecs nous font des drains de fils de pute et qu'après tu te retrouves avec des humidités dans le sol et des weeds qui sont bref. J'en parlerai après. Là, on est encore dans l'échauffement, les gars. Du coup, en fait, toi, quand t'as commencé à faire ça, ce que t'as remarqué, c'est la puissance de l'oxygène et de la vie quand tu la mets dans les bonnes conditions. Parce que quand tu l'as mis en épandage comme ça, t'as peut-être dû voir un peu un effet. Parce que quand tu l'as mis, ça a été au contact de la terre, il y a eu un peu d'humidité, il y a eu quelques échanges qui se sont faits. Mais toute la complexité on va dire argilo-humique, donc l'échange entre l'humus et l'argile qui crée cette dynamique dans nos sols vivants, eh ben il a vraiment pas bien pu se développer parce que c'est comme un gros train, c'est quelque chose qui est long à mettre en marche, il démarre rapidement, mais pour vraiment qu'il laisse son rythme de croisière, eh ben, il lui faut quand même un petit peu de temps. Et toi, quand tu lui as fait un TCO, donc un thé de compost oxygéné, eh ben là, tu lui as créé de la vie. Et quand tu lui as mis, pof, en 24-48 heures, t'as vu que ça a commencé à exploser parce que il y avait de la vie. Et malheureusement, dans la façon dont t'as fait ton épandage, tu ne pouvais pas créer de la vie. Parce que dans une technique comme tu veux faire, là, quand tu veux faire un moyen d'épandage, déjà, il faut que tu aères un peu le dessus de ton pot. Après, tu viens passer ta poudre, tu reviens remélanger, et très important, l'étape finale, et c'est l'étape la plus importante même, j'ai envie de te dire. Le paillage. Voilà, frère, tu n'as pas le droit de te barrer sans un bon paillage, tu vois. Et prends un paillage qui respecte ton étape de culture. Si t'es en croissance et tu viens me foutre un putain de paillage de chanvre, frère, ça va être compliqué, parce que comme on en a discuté plein de fois, le chanvre va venir pomper l'oxygène, va venir pomper pomper un peu tout ce qui va aider à la chlorophylle, au développement de la chlorophylle et à la photosynthèse de ta plante. Parce que le chanvre, c'est quelque chose qui vient pomper le magnésium, le calcium dans ton sol. Et c'est un paillage qui est très bien, mais plus pour la floraison. Donc après, tu viens m'équilibrer avec un paillage, par exemple, de luzerne, un petit paillage de prêle, un petit paillage d'ortie, tu vois, pour le début de ta croissance, tu vois. Après, comme je te dis, respecte l'étape dans laquelle ta plante est au moment où tu amendes. Voilà. Et on n'amende pas aussi n'importe quand. On amende à des moments stratégiques. C'est-à-dire que comme les amendements, comme je t'ai dit, c'est une locomotive, le machin, il va se mettre en route, mais ça va être long et ça va... Voilà. Du coup, si tu commences à me mettre des amendements à 20 jours de floraison, toi et moi, on va pas être copains, tu vois. Par contre, tu mets je vais reprendre pour que les personnes comprennent un peu mieux, parce que peut-être que là, j'ai oublié des informations dans mon intitulé. Si tu commences à me mettre des amendements à 20 jours de floraison pour qu'ils soient absorbés 3-4 jours après, dis-toi bien que tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude, parce que c'est pas comme ça que ça va se passer. Si tu veux que ce soit bien absorbé, eh ben, tu vas me le mettre une bonne semaine avant, 10 jours avant, voire 15 jours avant. Et tu vas me structurer tout ça, tu vois, parce que comme je t'ai dit, quand tu passes par cette façon de faire, c'est très lent. Et après, ça ne veut pas dire que dans les sols vivants, c'est toujours très lent. C'est juste que quand tu viens amender par-dessus, ça l'est. Par contre, quand tu viens faire des TCO, des fermentations, des SST, bah là, ça bombarde. T'as des échanges, t'as des EC, donc t'as des échanges cationiques qui se font très très rapidement, en instantané, quasiment équivalent à du minéral, tu vois. Donc, Ok, merci. Ok, est-ce que j'ai répondu un peu à toutes tes questions, du coup?
Ouais, tu as répondu à ma question. Et en résumé, si j'ai bien compris, amender, mettre de la poudre sur le dessus, Ouais. et ben la plante, elle va prendre plusieurs jours, voire une semaine à la prendre, à Ouais. l'assimiler. Ouais. Par contre, avec de l'eau, c'est en direct, c'est cul sec, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Oh, bah c'est bien ça. Ok. Merci beaucoup, j'ai compris, ouais. Super. C'est ça, tac, hop là. Là, il y en a un qui m'a demandé un rôle. Daifree, là. Je viens de te mettre un rôle aussi, là. Excusez-moi, les gars, je regarde un peu le chat aussi en même temps pour voir si vous aviez des questions. Et tout ça, je vois qu'il y en a. Tac, normalement, les gars, vous avez tous des rôles, donc vous pouvez poser des questions. Ok. Du coup, là, je vois un peu, vous discutez un peu entre vous et tout ça et tout. Donc voilà, c'est bon. Bon, du coup, on va passer une étape un peu plus rigolote, qui est, une fois qu'on a compris, entre guillemets, comment marchait globalement une plante et que on a compris un peu les grandes lois de la nature pour qu'une plante se développe, on va dire que là, on arrive à un stade où en 2025, il y a un fossé entre deux groupes. Les mecs Kendrick Lamar et Drake. Non, désolé les gars, je me suis planté. Je suis parti en couille. Du coup, il y a quand même deux camps qui s'affrontent. On va dire le camp minéral. Épée des Drake, je rigole. Alors, il y a le camp des minérales, tu vois, des personnes qui aiment avoir du liquide. Donc les gars, quand je parle minéral, ça va aussi pour les cultures où il y a marqué biomécou, biocana, bioflores, bio, bio. Tu vois, à partir du moment où on enlève, parce que dans tous les engrais bio, on enlève la part de soufre, parce que la part de soufre, c'est ce qui fait exploser les bouteilles au contact de la chaleur, on enlève un macronutriment, on enlève plein de choses. Et ça, je vous le fais en 2 secondes, mais il y a énormément de choses qui est problématique, notamment l'aluminium, les stabilisateurs et tout ça, même dans les liquides organiques. Donc, quand je parle de produits industriels minéraux, j'englobe vraiment tout ce que l'on peut acheter dans les gros shops. Et les patrons de gros shops, il est inutile de m'envoyer des messages en m'insultant, en me disant nanani nanana nanani nanana. Tous vos produits viennent d'un raffinement de matières premières et de dégradation de matières. Donc, comme on dit dégradation, on isole, on sectionne et on revend molécule par molécule pour essayer de... c'est le business, c'est comme ça. Du coup, voilà. C'est pour ça aussi qu'on appelle ça des cultures monocellulées, monociblées. Parce qu'on peut acheter des bouteilles de N, juste d'azote, on peut acheter des bouteilles de P, voilà. Par chose que l'on ne peut pas faire dans les vraies cultures organiques dites living soil. Parce que là, nous, on va dealer avec des matières non raffinées, non triées par un laborantin. Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.